Déjà, normalement, je suis seul sur scène, et là, je suis deux. Je suis très heureux qu'Hélène ait accepté de jouer le jeu. On va essayer d'expérimenter une forme orale, une forme improvisée. On a déjà deux façons d'organiser nos images, comme vous pouvez le constater, qui sont assez différentes. Et on a, je pense, deux usages des images très, très différents et un rapport à la parole différent. Et on ne va pas essayer voilà, enfin, on a un terrain commun, qui est ce petit rectangle. C'est Hélène qui a eu cette idée de la rétroprojection. Et moi, en pensant à ce moment, j'ai pensé à Walser. Un ami m'a offert un livre, Les petites proses de Walser, le Buveuse de larmes. J'ai pensé à ces microgrammes qu'on peut aussi lire comme des images. J'ai pensé à ce moment où lui-même sentait, comme il dit, un effondrement de la main, une sorte de crampe, qui a fait qu'à un moment donné, il s'est mis à écrire ces microgrammes avec un crayon à papier, avec une sorte de lenteur et une écriture quasiment illisible, qu'il était seul à pouvoir lire. Et j'avais eu la chance de pouvoir voir quelques originaux aux Beaux-Arts de Paris il y a quelques années. Et là, je retrouve, puisqu'entre-temps, on a réussi à traduire ces morceaux de texte comme des morceaux d'images. Et en pensant à ce moment que j'ai beaucoup... vous savez, c'était un rendez-vous. Au début, avec Hélène, j'avais pensé qu'on allait chacun faire un mur d'images dans le hall d'entrée de la Maison de la Poésie. Et puis finalement, ça ne s'est pas fait, puisqu'elle est très... voilà. Et du coup, non, mais vous voyez, quoi, elle n'a pas une actualité autre que la mienne. Et donc, elle a accompagné l'expo de Donald Goldschagg avec une telle vigueur voilà, moi j'ai amené des étudiants. C'est une expo qui m'a fait beaucoup de bien, qui a fait du bien à tous les gens qui l'ont vue. Et elle l'a accompagné magnifiquement. Et donc, je sais qu'elle a écrit un livre aussi qui s'appelle Un désir démesuré d'amitié, qui moi aussi est arrivé au bon moment dans ma vie. Et donc, ce qu'on va essayer ce soir, ça relève aussi de l'amitié, même si on ne se connaît pas beaucoup. Voilà, donc il y a aussi ça qui va être en jeu ce soir. Le ratage est possible, tout est possible. Mais c'est pas grave. Et donc, pour commencer le jeu, je vais t'offrir cette phrase. Si pour toi et moi, il existe des images, tu es bien d'accord qu'à notre tour, nous sommes nous-mêmes des images qui parlent de quelque chose, qui racontent quelque chose. François et moi, nous sommes une écrivaine, un écrivain qui travaillons avec des images. On a même un point commun dans nos appartements. Nous avons tous les deux des murs d'images. Alors, on n'a pas du tout le même usage de ça, mais nos livres se construisent d'abord avec, pour moi, essentiellement des photographies, mais pas que. C'est un peu ma cuisine secrète. Alors, pour moi, c'est une première ce soir parce que, bizarrement, j'aime pas trop montrer mes images, mais je vais le faire avec vous et grâce à François. Moi, mon mur, il est un peu caché chez moi. On le voit pas tout de suite quand on entre. Et c'est un mur où j'ai même fini par copier François, parce qu'on a eu des grandes discussions sur la matérialité des images. Comment est-ce qu'on travaille avec des photographies ? Moi, étant encore une débutante, je travaillais à la pâte à fixe. Et voilà. Et là, François m'a dit, moi, j'ai une plaque en métal et des aimants. J'étais très admirative. Et j'ai fini par copier François. Et donc, j'ai désormais, moi aussi, tu ne l'as jamais vu encore, une plaque en métal avec des aimants.
Et je me souviens de la première fois que je suis entrée chez François pour qu'on parle de cette soirée. J'étais très impressionnée, parce que quand on arrive, on tombe presque sur ton mur d'image qui est derrière ton bureau, qui est qui est inversement organisé à nos tables, je dirais. C'est-à-dire que mon mur est en désordre, ma table n'est pas en désordre. François fait l'inverse, le mur n'est pas en désordre et la table là prolifère. Et on s'est dit que cette méthodologie, elle n'était pas commune. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir besoin des images pour travailler? Moi, je dis souvent que je suis obsédée par les images, que je les cherche, que je les découpe. Par exemple, je partage avec vous cette magnifique publicité sur les buvards, dont je ne pouvais pas me passer. Et chez moi, j'ai des centaines d'images que je collecte et que j'assemble sur mon mur, et mes livres naissent comme ça. Parfois, il y a quelques images qui sont dans les livres, mais beaucoup restent cachées. En fait, c'est mon architecture secrète. Alors que moi, au début, puisque moi, le pas de côté par rapport au monde de l'art, c'est passé après les années dans l'atelier de Thomas Hirschhorn. Et dans l'atelier de Thomas Hirschhorn, je découpais des images, des journées entières à découper des images, mais plutôt des images de cadavres pour ces collages. J'achetais le lundi matin la Presse internationale. Et il avait une grande table à sa hauteur, un peu haute. Et il avait plusieurs boîtes, comme celle-là. Et il y avait la boîte à cadavres. Et il y avait la boîte à mannequins. Et mannequin, il les découpait lui-même. Et c'est pas anodin de découper des cadavres toute la journée. Ou des corps déchiquetés. Ou de fabriquer des hôtels dans la rue. Mais le fait est que dans l'atelier de Thomas, alors que j'étais le commis, j'ai découvert Walser. Et ça, je suis très reconnaissant de m'avoir fait découvrir Walser. Ça m'est resté depuis. Cette image, par exemple, je l'avais découpée dans l'atelier de Thomas, puisque en fait, je me faisais mon petit butin à côté. De temps en temps, je trouvais qu'il y avait des images qui pouvaient m'attirer pour autre chose que leur cruauté et leur violence. Et ça, tout d'un coup, ce petit gars là qui tournoie autour de la barre fixe, qui essaie de faire la figure du soleil, ça m'a rappelé un souvenir d'enfance. Puisque quand j'étais petit, j'avais commencé la gymnastique et je m'étais cassé le bras en faisant le soleil. Enfin, et en fait, c'est là où j'ai commencé à comprendre qu'est-ce que c'était le récit. Puisqu'en fait, mes sœurs foutaient un peu de ma gueule, parce que je ne me lassais pas de raconter aux gens qui souhaitaient l'écouter comment je m'étais cassé le bras. Alors elle disait « Allez François, raconte-nous comment tu t'es cassé le bras ». Et j'y allais, pour la énième fois. C'est là que j'ai commencé à entrevoir la force du récit. C'est pour ça que j'ai choisi cette petite... Et là, je me suis aperçu aussi que tous les endroits où j'ai habité, il y avait un photocopieur au rez-de-chaussée. Dans mon immeuble actuellement, avant, il y avait un photocopieur. Et quand j'avais ma chambre de bonne rue Saint-Jacques, il y avait un photocopieur. Et avant, les photocopies, avant que ce soit des photocopieurs numériques, les noirs étaient très beaux. Il y avait une qualité de la photocopie. Et les premiers travaux que j'ai faits aux Beaux-Arts de Paris, c'était avec des photocopies. En fait, j'écrivais des lettres au sans-sommeil, parce que j'avais laissé un message à Allo Macha avant d'entrer aux Beaux-Arts. Et pour me souvenir de qu'est-ce que j'écrivais à qui, je photocopiais les lettres. Et donc j'ai commencé à prendre l'habitude de photocopier des images. Et il y a beaucoup d'œuvres d'art des catalogues que j'ai consultés, par exemple, aux Beaux-Arts de Paris. Et il y a par exemple cette image, celle-ci par exemple, c'est un dessin de Bruce Nauman, un hommage à Henry Moore. Et en fait, la figure assise, par exemple, pour moi, les images par rapport à toi, c'est plutôt des réminiscences en fait. Toi, quand elles m'arrivent dans l'écriture, c'est plutôt de l'ordre de la réminiscence, comme des bouts de phrases ou des bouts de citations. Toi, les images qui sont dans mon dos, qui surplombent ma table d'écriture, n'ont pas forcément un lien direct avec le texte en train de s'écrire. Oui, c'est peut-être ça qu'on aurait dû commencer par raconter, c'est que ton mur d'image est derrière toi et que le mien est devant moi. Ouais. Et que moi, j'écris en regardant les images et que toi, tu écris comme poussé par les images. Et c'est vrai, je racontais que je suis arrivée chez toi et la première fois que je suis rentrée dans ton appartement, j'ai découvert qu'on avait une passion commune,
la dissection. Et moi, j'ai travaillé sur les représentations du corps mort, j'ai travaillé sur Vézal, qui est un médecin qui m'a obsédée un temps parce que c'est un des premiers à entrer dans le théâtre anatomique. Il est médecin, mais à découper lui-même les cadavres. C'est-à-dire qu'avant Vézal, le médecin désignait des parties du corps. Il y avait un boucher ou un barbier qui coupait les cadavres et Vézal est le premier à rassembler ses gestes. Il dit que pour voir, il faut toucher. Et à sa suite, je me suis assez longuement passionnée pour l'anatomie et la dissection. Et il y a cette expression qui me suit encore et qui peut-être explique une partie de mon obsession pour les images de mains. Je sais que tu en as aussi. Je regarde avec convoitise depuis qu'on est arrivé. Un anatomiste parle de mains oculaires. Et je crois que pour moi, il y a quelque chose dans cette expression, les mains oculaires, qui se joue dans mon propre travail. Pour réussir à écrire, il faut que mes mains touchent des images, que mes mains voient des images. Et c'est par ça que j'arrive à entrer dans le récit. Ouais, je crois que c'est pour ça que un de nos amis communs avait envie qu'on se rencontre. Parce qu'il savait que j'avais fait 400 dessins de chirurgie gynécologique. Ça, c'était pas... C'est que ça m'est tombé dessus. C'était la première bifurcation qui a entraîné toutes les autres, finalement. Et puisqu'en fin de troisième année aux Beaux-Arts, j'avais demandé une année de suspension de mes études. À l'époque, je voulais apprendre à faire des chapeaux. J'ai rencontré un modiste qui, lui, m'a dit qu'il ne me rendrait pas service en me faisant entrer dans son atelier. Et un voisin de palier, donc, m'avait laissé un mot sous ma porte. J'avais une chambre de bonne au 7e étage, lui, il avait la chambre à côté. Et il me dit, venez me voir demain, j'ai quelque chose à vous demander. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a appris qu'il était chirurgien en gynécologie et qu'il était en train d'écrire un livre de technique chirurgicale en gynécologie et qu'il cherchait un illustrateur. Et il a pensé à son voisin de palier. C'était pratique, j'étais là, à sa portée, à portée de main. Donc je lui ai dit, écoutez, je ne sais pas si j'en suis capable, mais je vais bien essayer. Et donc, une semaine après, il m'a convié à l'Hôtel-Dieu, rue d'Arcole, devant le bureau de sa secrétaire, et j'ai assisté à une première opération. Et j'ai vu un corps ouvert. Et j'étais plutôt le petit dernier qu'on ménage, hydrosensible, Ce gars m'a fait confiance pour que je surmonte ça. Et justement, quand on entre dans le bloc opératoire, à l'Hôtel-Dieu, ça donnait sur la scène, c'était inondé de lumière, c'était pas du tout comme je l'avais imaginé, c'était pas du tout la boîte noire. Et avant d'entrer, on a la tenue aseptisée, et on entre dans le bloc avec les deux mains reliées comme ça, pour quelqu'un te mettre les gants. Et ensuite, à distance, j'ai pu assister à l'opération, mais j'appréhendais un peu le début. Et donc, comme j'ai touché mon visage nerveusement, j'ai raté le début, et après, le champ opératoire, il est cadré. Et donc ça aide beaucoup, parce que tu oublies l'identité de la personne. Tu vois les entrailles. Et j'ai soutenu. Et c'est vrai que ça a été une expérience qui a changé quelque chose en moi. Et après, quand j'ai remonté la rue Saint-Jacques, je me suis dit, ok, je m'engage dans cette histoire du professeur Truc. Il s'appelait réellement professeur Truc. Et c'est là où je me suis dit que ça aussi, si j'ai accepté de le vivre, parce que je me suis dit, quelle histoire, quoi. Moi qui m'arrivait pas grand-chose, tout d'un coup, là, il m'arrivait un truc, quoi. C'est effectivement, quoi. Et donc ça, je la réserve, c'est un peu mon butin. Je ne vais pas faire 10 000 livres dans ma vie, j'en ferai peut-être encore un ou deux, mais ça, un jour, il faudra que je le raconte. Mais comme le livre a été interdit, pas interdit, mais refusé par l'éditeur, et ben, je me dis, lui, c'est un échec, ce livre. Mes illustrations, elles n'ont pas servi. Voilà. Mais c'est vrai que ton deuxième livre, c'est Voir de ses propres yeux, où tu racontes tout ton cheminement par rapport à Vézal, par rapport aussi à une expérience de deuil. Et voilà, le fait est aussi qu'on est tous les deux passés par cette Villa Médicis. Tu as connu l'épreuve du deuxième livre. Tu l'as vécu là. Et c'est le premier livre que j'ai lu de toi, en fait. Et j'étais venu t'écouter ici. Tu faisais un entretien avec quelqu'un, là. Et j'étais là. De Rome, j'ai ramené cette image que j'aime beaucoup. C'est Togaed Barberini. C'est une sculpture qui est à Centrale Monte Martini à Rome. Et en fait, il tient deux visages qui lui ressemblent beaucoup. Il tient le visage de son père
et de son grand-père. En fait, il tient des images, parce que image, ça vient de imago, et moi, cette étymologie, elle continue de me travailler. D'abord, une imago, c'est un masque en cire qu'on coule sur le visage d'un mort et qu'on garde chez soi, en fait, dans des chasses qui sont chez soi et qu'on remet pour les cérémonies. Moi, j'essaie toujours de faire ce travail, même quand j'écris, de transposer. J'imagine mettre le visage de ma grand-mère ou de mon grand-père pour lui redonner vie à un enterrement, à une cérémonie. Donc là, il tient 2 images, et donc c'est une sculpture qui tient 2 images, et je vois, moi, un lien évident entre cette image et cette image que j'adore, qui est une image publicitaire pour un institut de beauté dans les années 1960. Publicité ratée, hein, vous serez d'accord, c'est peut-être pour ça que j'ai réussi à la trouver, puisque cette jeune femme n'a pas l'air complètement convaincue par le soin qu'elle vient de faire ou de recevoir. C'est une image qu'une amie m'a montrée et donnée. Enfin, d'abord montrée, et puis ça m'a tellement travaillé que ça m'a réveillée la nuit, et que j'ai dû retourner enfin, j'avais besoin d'avoir cette image. Et pour moi, c'est une image d'une femme qui regarde son image. En fait, c'est une sorte de mise de récit visuel et pop de l'étymologie de ce qu'est une image. Parce qu'à la fois, il y a son empreinte qu'on voit là. Et pour moi, Togaed et elle sont liés. Sur mon mur, ils sont liés en tout cas. Je te propose celle-ci. C'est Billie Holiday, qui porte ce masque si délicatement. Cette image, pareil, j'ai découpée dans le journal, et elle m'accompagne depuis longtemps. Parce que même si c'est une image posée, il y a une émotion qui se dégage de cette image. Et là, le dialogue commence. Le dialogue de main et le dialogue des images. Il y a des images qu'on aime, on ne sait pas pourquoi. Et moi, c'est un peu particulier parce que j'enseigne l'histoire de l'art. Donc il y a des images, une partie de mon travail consiste à expliquer à de jeunes gens l'histoire des images, comment est-ce qu'on les analyse. Et pourtant, dans mon travail d'écriture, j'arrive pas du tout à avoir ce même rapport objectif aux photographies. En fait, il y a des images qui me bouleversent et je sais pas exactement pourquoi. C'est des images anodines. Celle-là, par exemple, cette petite colonne, c'est une des seules images que je prends toujours avec moi. Quand je pars en résidence, quelques semaines, elle m'accompagne. Je serais absolument incapable de vous dire pourquoi. Après, il y a des images qui me touchent pour des détails. J'aime par exemple que cette femme-là, elle se dérobe, qu'elle refuse d'être photographiée, ou qu'on arrive à la voir en train de contempler quelque chose à l'extérieur. J'aime cette image de joie, parce qu'elles sont rares. Et donc, j'ai un certain nombre de photographies qui ont parfois une importance presque vitale pour moi, qui sont presque tout le temps avec moi, et j'arrive pas forcément à l'expliquer. Par exemple, cette assez mauvaise photographie, parce que surexposée, parce que floue, du couloir, toujours pas très passionnant, des archives lesbiennes de New York. Quand les archives lesbiennes de New York n'étaient pas encore à Brooklyn, là où elles sont aujourd'hui, mais qu'elles étaient chez John Nessel, dans son appartement, à l'ouest de Manhattan, où on voit en fait ses amies et les militantes avec qui elle a fait ses archives en train de discuter dans le couloir, de faire une fête, ce qui est une chose assez difficilement imaginable pour les personnes qui sont déjà allées dans des lieux d'archives aujourd'hui. Faire une fête à la BNF, par exemple. Enfin, pourquoi pas, hein. Enfin, j'aime beaucoup aller à la BNF, mais je n'ai pas encore fait de fête à la BNF. Et John Nessel, elle a théorisé des archives qui sont des archives minoritaires en disant que pour elle, c'était une manière de donner à une des populations les plus méprisées et violentées de l'histoire, les lesbiennes, une maison dans l'histoire. Et pour moi, ce qui illustre le mieux cette phrase de John Nessel, donner aux lesbiennes leur maison dans l'histoire, c'est cette photographie. En dépit de ses qualités, disons, plastiques, en fait. Je disais que c'était pas une très bonne photographie. Donc elle aussi, elle est jamais très loin de moi.
Moi, dans les images qui m'accompagnent depuis longtemps, je vais essayer de les trouver. Il y a beaucoup les figures assises. Il y avait cette image là, d'Henry Moore. Les dessins d'Henry Moore m'ont toujours touché. Ça, c'est des séries de dessins qu'il a fait dans le métro londonien pendant la guerre. Et il était des esquisses dans son carnet, et après il rentrait dans son atelier et il les redessinait à l'encre, à la gouache. Et donc j'ai toute une série de figures assises. Par exemple, ça, dans le dernier livre, dans Ton Osso Obito, il y a ce motif de la figure assise à plusieurs moments. Il y a ce tableau de Whistler qui est au musée d'Orsay. Ça, c'était l'autre. Ça, c'est toi, celle-ci. Je l'ai sans doute eue au-dessus de ma table de travail quand j'étais dans ma chambre de bonne, parce qu'on sent qu'elle est beaucoup plus abîmée. Et après, j'ai mes Vierges romanes aussi, puisque je viens d'Auvergne. Et la figure assise, pour moi, c'est aussi les Vierges en majesté, les Vierges romanes, avec souvent la Vierge ou le Jésus, là, on dirait un petit adulte, et en fait, les mains ne touchent pas forcément l'enfant. Et il y a une espèce de séparation, je trouve, souvent. Et quand j'ai arrêté les pompes funèbres, je ne sais pas ce qui m'a pris, je me suis mis à faire des vierges en carton pendant 2-3 ans. Et les gens me sentaient assez mal barrés. Ça a plu à la famille, je faisais enfin des choses figuratives. J'ai pu en vendre 2-3. Et j'en ai mis une dans la loge de ma gardienne. Et après, j'ai rencontré un mec qui a détesté ça et qui m'a fait évacuer toutes ces vierges. Mais je suis passé par là, quoi. Et puis, il y avait cette phrase aussi, le titre d'une des sculptures de Giacometti, là, « Maintenant le vide ». Et ça, c'est pas la sculpture elle-même que j'aime, mais c'est plus ce geste-là. Il l'appelle aussi l'objet invisible, « Maintenant le vide ». Et quand j'étais à la villa, voilà, mes 2 parents sont morts et ma mère, on l'a retrouvée dans la position assise. Et j'ai trouvé que c'était une très belle attitude pour accueillir la mort. Pas du tout triste. C'est accueillir la mort assise. On rêve de mourir dans son sommeil. Ben, je trouve ça plus beau d'être... Parce que ça fait penser aussi, tu sais, quand tu vas en Espagne, tu as devant les maisons les personnes âgées qui sont dans la rue, qui sont assises dans la rue. Voilà, ça me fait penser à ça. Je veux pas du tout... Ça, c'est une des vierges connues en Auvergne. Elle avait été volée, elle était retrouvée à Madrid. C'est une vierge noire. Elle est magnifique. Elle est aussi, vous avez le visage dans le hall d'entrée. J'ai mis son visage. Et je l'associe à ça, bizarrement. Moi, quand j'ai été à la Villa Médicis pendant 1 an, c'est aussi un moment où plusieurs personnes sont mortes dans ma vie très brusquement, enfin très brutalement, et un certain nombre en fait, parents, amis. Et moi, j'allais voir une sculpture que tu es peut-être allé voir aussi, François, je sais pas, qui est la Sainte-Cécile, oui, dans le Trastevere. Et j'ai commencé à essayer de rassembler le plus d'images possible de Sainte-Cécile. Alors je vous ai épargné, j'en ai pris que 4, mais j'aurais pu remplir le champ plusieurs fois. J'aime beaucoup celle-là parce qu'on la voit en fait dans sa niche. Aujourd'hui, c'est plus comme ça exactement. Et j'aime le fait, j'aime 2 choses. J'aime qu'on n'ait pas accès à son visage, que quelque chose se dérobe. Et c'est rare en fait, je trouve. On aime particulièrement, disons, les œuvres qui ne se donnent pas en entier et qui nous refusent quelque chose. Et là, c'est pas rien de refuser de montrer son visage. Et j'aime aussi que dans ce geste, elle semble pointer quelque chose avec ses mains. Et j'ai l'impression que toi aussi, tu as un rapport où des fois, tu as des images dans plusieurs formats qui reviennent, comme si un motif devenait obsédant et qu'on devait l'épuiser par la répétition, en mettant cette même image le plus de fois possible. Et puis durant mon séjour à Rome, je crois que c'est la Sainte-Cécile, une Trastevere, c'est l'endroit où j'ai été le plus ému. C'est ma plus forte émotion. Et par cette sculpture, et aussi le destin de ce sculpteur, Stefano Maderno. Parce qu'en fait, moi, quand je travaillais dans les pompes funèbres, j'avais un disque de Requiem de Fauré, et en couverture, c'était elle. Et après, je découvre cette sculpture.
Et elle m'émeut beaucoup plus que le Bernin. Moi, ça m'émeut plus. Le repli, la pudeur, ce geste, la position dans laquelle... Parce qu'en fait, quand on est dedans, il y a une distance, mais elle est dans une petite niche, mais elle ne nous surplombe pas. On l'a comme ça à portée du regard. Et après, j'ai regardé un peu sur Wikipédia Stefano Maderno, et son destin me touche, parce qu'en fait, il a été complètement éclipsé par le Bernin, et en fait, il est devenu douanier. Il a renoncé à l'art. Bientôt, vous allez avoir une conférence ici de Grégory Bucher qui va parler des artistes qui renoncent, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, en fait. Il y a des gens qui renoncent à leur art, alors que quand tu vois la sculpture... Enfin, cette sculpture, moi, c'est ma plus forte émotion. Et dans le même endroit, si vous allez à Rome, il y a quelques petites marches quand vous êtes devant, là, et vous sonnez, il y a des petites bonnes sœurs qui vous ouvrent, vous prenez un ascenseur, et il y a le jugement dernier de Pietro Cavallini. Et là aussi, on voit les fresques, elles sont juste là, en face. Et ça aussi, je pense, c'est vraiment ma plus... Parce qu'en fait, quand tu es à Rome, tu es tellement confronté à des chefs-d'œuvre. Et moi, des fois, je m'en voulais parce que j'étais devant une œuvre que j'aurais été censé être bouleversé et je ressentais rien. Et tu t'en veux. Et des fois, je me disais, je préférais... parce que je me suis aperçu aussi en préparant ce moment, ce soir, je me suis dit qu'il y a plein d'œuvres d'art qui importent pour moi beaucoup dans ma propre formation et que je connais que par reproduction. Je connais que des images pauvres, des photocopies. Et par exemple, ça, voilà, c'était mon sujet à la Villa Médicis, cette mosaïque que j'avais découpée dans un programme du Louvre, Azarathos Oikos, la pièce non balayée. C'est les reliefs d'un banquet. C'est certains l'interprètent comme justement c'est un geste par rapport aux morts. Et en fait, quand je suis allé la première fois au musée du Vatican, j'ai été pris dans cette espèce de spirale un jour de tourisme affreux. Et j'ai rien ressenti et j'ai raté je ne l'ai pas trouvé en fait, la mosaïque. Alors que c'était la seule œuvre d'art que je citais, en fait, que j'avais envie de voir. Et je l'ai vue 1 an après, quand j'étais plus pensionnaire. Parce que ce statut de pensionnaire, ça me pesait sur les épaules aussi, je crois. Et par contre, quand j'y suis allé, c'était dans la partie musée grégorien du Vatican. Et il n'y avait quasiment personne. Et j'ai passé 2 heures autour de cette mosaïque que j'ai... Parce qu'il y avait le côté des pixels, enfin les petites tesselles de la mosaïque. Pour moi, c'était aussi comme des petits confettis, quoi. Il y avait cette image qui pouvait se désagréger. Mais c'est vrai, cette image, je l'ai longtemps aussi rêvé, quoi. Tu vois, ce passage de la reproduction, tout d'un coup, tu es devant l'œuvre physiquement, quoi. C'est drôle comme les images nous touchent. Moi, un jour, j'ai découvert dans un musée du sud de la France, avec horreur, je dois dire, l'œuvre que je fixais tous les mardis matins chez ma psy, dans une reproduction. Et tout d'un coup, j'ai vu à la Fondation Mag l'œuvre. J'étais absolument pas préparée à cet événement. Ce qui fait que je me suis sentie très mal dans ce musée. J'avais l'impression qu'on était tous et toutes chez ma psy, du coup. Je me suis donc sentie obligée d'acheter la carte postale en sortant. Et j'ai proposé un temps cette composition sur mon mur, que je trouvais assez bien. Et qui dit aussi de quelle manière on est étrangement et très profondément attaché à des images. Vous savez, ces tableaux qu'on regarde. Donc j'ai cette carte postale de Freud que je garde dans une boîte maintenant. J'ai envie Allez, je vais te mettre celle-ci. Un jour, il y avait une fête aux Beaux-Arts, dans le Palais des Études, quand j'étais étudiant. Et il y avait un monsieur Touron qui était assis là. Et c'était Raymond Hins. Raymond Hins, c'était vraiment aussi un homme assis, disponible. Tu venais vers lui, il t'accueillait, tu lui posais une question, et il partait pendant 1h30. Tu vois, un espèce de jeu d'association libre avec des références biographiques, historiques, etc. Et c'était fascinant. Enfin, toi, pour un petit gars comme moi qui se perd un peu dans là, c'était le gars, c'était un virtuose, quoi. Avec cette espèce de sympathie, quoi.
Le mec, il se levait à midi, quoi, il vivait dans les hôtels, il avait des valises remplies de livres. Et à la fin de la conversation, il m'a donné cette petite carte postale du perroquet. Alors le titre, c'est « Le perroquet de Colette Allendy ». Donc il avait dû me faire tout un... ça devait être là. Parce qu'en fait, il commençait sur un truc, et puis à la fin, hop, il retombait, et on a dû arriver au perroquet de Colette Allendy. Mais c'est vrai, pour revenir au cabinet des psys, souvent, ils n'ont pas forcément super bon goût, quoi. Et donc, tu tapes le tapis persan, le machin, le truc, les petits objets qui veulent simuler les trucs des Cyclades, comme Freud avait sur son bureau. Et j'ai retrouvé, là, dans les entretiens de Louise Bourgeois, elle parle des jouets de Freud, où elle se moque déjà, lui, de son usage de ces petites sculptures qui sont en disant mais il a aucune cohérence dans son univers visuel, elle le casse, quoi. Moi, je me demande ce que deviennent aussi les images des gens quand ils sont plus là. Cet été, j'étais aux États-Unis et je suis allée à San Francisco. Et à San Francisco, bon, j'aime bien aller dans des endroits étranges en vacances, donc je suis allée dans un endroit qui vend du matériel de seconde main, de beaux-arts. Et dans un bac, j'ai trouvé des centaines de photographies de cette femme, toute sa vie en fait. Et elle venait de décéder, enfin elle était décédée j'imagine, toute sa vie de lesbienne à San Francisco dans les années 90, donc les Dykes and Bikes, de la Gay Pride, des anniversaires, c'est une photographie aussi de la Folsom Fair à San Francisco. C'était assez bouleversant parce qu'on voyait aussi que dans les années 80, début des années 90, elle allait à un certain nombre de veillées de ses amis morts du sida. Et il y avait toute sa vie, en fait, dans un bac. Donc je me suis dit, bah, c'est pas possible, en fait. Enfin, on peut pas laisser ça. Donc on était deux, on a pris toutes les photographies, on est allé à la caisse, on nous a dit $6. Donc évidemment, on les a prises. Et j'ai donné tous les négatifs, il y avait encore les négatifs dedans, aux archives gay, lesbienne, bi et trans de San Francisco, mais j'ai gardé quelques-unes de ces images avec l'idée que j'en ferais sûrement quelque chose et avec l'idée aussi que ces images, de manière assez étonnante, résonnaient avec les photographies de Donna Gottschalk, la photographe sur laquelle je viens de passer plusieurs années à travailler, cette image qui est ni dans l'exposition ni dans le livre, mais que j'aime beaucoup. Et que en fait, c'est des images qu'on a sauvées, alors pour d'autres raisons, parce que c'est des vies minoritaires et dédaignées, mais cette femme, par exemple, ou cette personne, ça pourrait être quelqu'un que Donna a photographié. Et en écho, peut-être, puisque moi, quand je suis arrivé à Paris, c'était 89, donc c'était en plein dans les années SIDA, et donc j'ai vécu avec ça, et j'étais plutôt discret avec ça, et un jour, j'ai découvert ce texte de David Wojnarowicz, et j'ai envie de vous le lire maintenant. Le temps m'est compté maintenant, alors je fais des blagues. Et je dis que j'ai pris un nouveau bail de 6 mois dans le corps où je loge, ce transmetteur de sons et de gestes. Chaque toile, chaque photo, chaque vidéo que je fais, je la fais en me disant que c'est peut-être la dernière et j'essaie de tout sortir. Je travaille vite à présent, car je sais que je n'ai pas de temps à perdre. Aller directement au cœur des sensations et les comprendre aussi précisément que me le permettent mes outils et expériences. Il m'arrive de revoir mes amis pour quelques instants précieux. Les vagues diapositives de leur visage projetées sur mon épaule ou collées à mes globes oculaires. Et je me sens alors encore plus conscient de moi. Je m'observe à une certaine distance. Je m'observe regarder les autres. Je perçois presque mon propre souffle, le tic-tac de mes organes qui palpitent. Ces derniers temps, j'arrive à entrevoir les confins de la mort. Les confins de la mort et de l'agonie entourent toute chose tel un halo brûlant, parfois sombre, parfois lumineux. Je m'observe regarder la mort, comme si l'image transparente de moi-même sur papier celluloïde me suivait partout. Je vois mes amis et je me vois.
Je vois la buée qui s'échappe de mes lèvres et les plantes s'en abreuvent. Je vois la buée qui s'échappe de mon torse. Tout s'efface et devient une ombre qui disparaîtra lorsque le soleil se couchera. On va convier Anne Reverso à notre table. Donc Anne, je l'ai rencontrée à la Villa Médicis, puisque quelqu'un était venu dans mon pavillon et avait vu que j'avais crépi les murs d'images. Et comme elle avait travaillé sur une expo, je crois, sur les cartes postales à Arles, et c'était Caroline, je crois, qui m'avait présenté à toi. Et donc un samedi matin, Anne, avant de prendre son avion, était venue dans mon atelier. Et on avait eu une conversation à bâton rompu pendant 2-3 heures. Et c'était une super belle rencontre. Et ensuite, on s'est revus une fois à Paris. Et tu m'as appris qu'Hélène était aussi dans l'exposition que tu préparais à Louvain-la-Neuve. Ça faisait encore aussi et donc, c'est vrai que ce soir, tu vas être notre trait d'union. Et tu as travaillé beaucoup sur le maniement, justement, des images matérielles, la matérialité des images. Et donc, ce soir... Voilà, on te confie cette espèce comme un contrepoint à ce qu'on a pu essayer ce soir. Eh ben, merci beaucoup pour cette invitation. Je suis très touchée de me retrouver à votre table de travail, à votre table de montage. Et effectivement, on va maintenant continuer à disséquer. On a vu beaucoup d'images de dissection, mais continuer à disséquer un peu vos pratiques iconographiques. Donc, effectivement, on s'est rencontrés à la Villa Médicis. On s'est rencontrés à peu près aux mêmes périodes, d'ailleurs, en 2023. Et un jour de pluie, ce qui fait qu'on a pu parler effectivement pendant des heures, pendant que la pluie continuait à tomber. Et j'étais très impressionnée de la manière dont tu avais saturé cet espace qui était un espace provisoire, qui était ton studio à la Villa Médicis. Et on avait parlé de techniques d'accrochage, etc. Et effectivement, j'avais commencé à faire des comparaisons entre différentes techniques d'accrochage parce que dans l'exposition que je préparais donc au musée L à Louvain-la-Neuve en Belgique, on travaillait à une reconstitution de l'appartement de Louis Aragon, qui lui aussi était complètement couvert d'images
cuisine, chambre, couloir, et lui accrochait ces images avec des punaises rouges. Et donc on avait parlé de la symbolique des punaises rouges, de ceux qui accrochent avec les épingles, avec les aimants, etc. Et donc voilà, donc je suis très émue et très contente de voir que le dialogue s'est poursuivi en fait au-delà de l'exposition. Ça fait partie du plaisir des commissaires d'exposition, quand finalement les artistes, les écrivains qu'ils ont exposés ensemble continuent à dialoguer, enfin que ça ouvre vers d'autres choses. Donc voilà, je suis vraiment très contente d'avoir assisté à ce dialogue qui me rappelle des dialogues par carte postale. Il y a des dialogues comme ça d'auteurs ou d'autrices qui pendant des années, des décennies ont échangé des images et parfois sans texte. En fait, au début, on voit quelques termes de la correspondance et petit à petit, c'est comme si le texte se mettait à disparaître et qu'il suffisait en fait de s'envoyer une image pour dire qu'on pense à l'autre. Ce qu'on continue à faire sur nos téléphones, hein, bien sûr, mais qui est né d'une longue histoire iconographique aussi. Peut-être la première chose que je voulais dire, c'est à quel point j'ai été frappée et marquée par les mains, hein, par l'importance des gestes et des corps dans vos rapports aux images. On l'a bien vu, voilà, vous vous levez, vous allez choisir les images chez l'autre. On voit vraiment vos mains au début, on les a vues pendant longtemps. Et c'était bien, et ça crée justement une attente et de voir aussi la différence de vos gestes. Et c'est vrai que voilà, moi j'ai travaillé sur plusieurs écrivains iconographes, hein, c'est comme ça qu'on les a regroupés sous une étiquette. Et en fait, dans vos pratiques à vous, ce qui me frappe beaucoup, c'est l'importance vraiment de l'image matérielle, du papier, et du fait de les toucher. Et je voulais peut-être vous faire parler sur ça en vous posant une question peut-être très iconoclaste, mais ce qu'on vient de voir là, ce soir, ça serait impossible avec des images numériques. Parce qu'il y a des écrivains iconographes qui travaillent avec des collectes numériques et des modes de montage et d'agencement qu'on pourrait imaginer. Et vous, on a vraiment cette impression d'une passion pour le papier et pour l'image imprimée. Donc voilà, je voulais peut-être vous faire réagir sur ça. Oui, c'est intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Donc, j'ai une pratique où je découpe des images. J'en ai montré certaines. Ça, c'est une image découpée. Donc, grande activité de vacances, aller à la boîte à livres, prendre les magazines des années 50, 60, 70 et découper, par exemple. Mais j'imprime aussi des images que je trouve sur Internet. Et il y en a certaines ici qui sont des images trouvées sur Internet. Donc j'ai aussi en fait une collecte sur Instagram, par exemple. Je peux garder des images de côté et si elles me restent en tête un peu longtemps, je finis par les imprimer. Mais moi j'ai besoin d'un effet de montage en fait. Et pour ça j'ai besoin, pour l'instant en tout cas, d'avoir l'image matérielle devant moi sur le mur. Et si je ne me trompe pas, il y a eu des cas où tu as pris connaissance d'une image en ligne et tu as développé le désir de la posséder et donc de la chercher sur les sites de vente aux enchères ou à travers des spécialistes, à travers des rencontres avec des iconographes aussi. Enfin, ça m'avait beaucoup marqué quand on s'était rencontrés, vraiment cette avidité pour le fait de trouver une image qui pouvait parfois être obsédante. Et donc, c'est vraiment cette possession matérielle d'un tirage, en fait. Hein. Oui, c'est le cas de celle-là, par exemple. C'est un reportage dans un magazine d'une femme en train de faire un trip au LSD. Et j'avais vu une image, et en fait, ils ont fait une chose assez dingue. Ils ont demandé à un couple de prendre du LSD, et puis ils les ont pris en photo et écrit un article sur le LSD. Et en plus, cette femme s'appelle Hélène, donc c'est très étonnant. Donc il y a ces citations, genre « Oh, tout vole !» Et il y a son visage que je trouve incroyable. Et j'ai vu cette photographie à Paris Photo sur le stand de Lumière des Roses. Donc ça, c'est une reproduction. Hein, et j'ai cherché le magazine et je l'ai cherché assez longtemps. À partir de la photo pour pouvoir voir le reportage en entier. Et ensuite, je scanne et je reproduis. Oui, donc j'aime bien ce genre de quête. Et toi, François ? Moi, comme je l'ai dit, ça passait beaucoup par la photocopie et l'esthétique. Après, on a 20 ans qui nous séparent aussi. Et donc, moi, c'était vraiment l'outil photocopie qui a été ma façon de m'approprier les images. Et puis j'ai repensé aussi à des livres qu'on trouvait chez Mona Lisa avant, qui était une librairie pas chère.
Et il y avait ces 2 livres qui m'ont marqué, là, en repensant aussi à cette soirée. Je me disais, pas en repensant, en l'imaginant, j'ai pensé, parce que je me suis dit, effectivement, il y a ce livre que je crois que je ne sais plus si je l'ai amené. Il y a 2 livres que j'avais achetés à Mona Lisa. Il y avait celui-ci et il y avait celui-ci. Et c'était des livres que j'ai beaucoup photocopiés, parce que en fait aussi, quand tu arrives aux Beaux-Arts, tu ne sais pas trop bien si tu es peintre, si tu es sculpteur. Petit à petit, j'ai compris que c'était vers la sculpture et finalement, même mon geste, toi, d'accrocher des images, c'est vraiment un geste pour habiter un lieu, pour m'y sentir chez moi, comme je pisserais aux 4 coins, quoi. C'est vraiment de cet ordre-là. Et donc, la qualité plastique des images, je finis par effectivement aimer une image qui jaunit, plus que celle-là, finalement. Tu vois, elle me touche plus, quoi. Bon, après, ce qui est bizarre, c'est que ces boîtes et images, elles se sont constituées complètement à mon insu, sans intention, au début. Mais est-ce que, par exemple, il y aurait un pendant numérique de ta pratique J'ai mon mur Instagram, où je passe trop de temps dessus. Et du coup, là, je fais des photos, en fait. Oui. Toi, il y a une espèce de mise en abîme de ça, où, effectivement, je me suis aperçu que la photo de ma table avec le mur d'image, c'est celle qui récolte le plus de likes. Alors que, du coup, maintenant, je fais une récurrence. Tu vois, tous les 4, une fois par semaine, je mets une petite photo et ça me requinque pour le week-end. Et donc voilà, mon usage, c'est aussi une demande d'amour démesurée. Et voilà. Et donc, oui, donc l'équivalent pour moi, c'est vraiment cette grille d'Instagram qu'on nous a soumis là, auquel on s'est plié. Alors au début, on faisait hyper gaffe parce que c'était des carrés. Donc on faisait. Puis après ils ont changé la grille. Alors ça fout tout en l'air, quoi. Et après il y a le travail de la légende, où tu te dis bon allez on fait un petit effort sur la légende. Voilà, donc moi ça reste une sorte de journal de travail, et c'est mon équivalent du mur, quoi. Ouais. Mais le fait est que je prends en photo mon mur d'image chez moi, donc il y a une sorte comme ça un peu de mise en abîme, quoi. Ça, c'est vraiment une question que je voulais vous poser, justement, le côté ou public ou privé de vos murs, et c'est vrai qu'Hélène en a parlé, et que pour elle, c'était de l'ordre de la cuisine, ou de l'arrière-cuisine, en tout cas de la coulisse, de la fabrique de l'écriture, alors que chez toi, c'est pas les images qu'on a vues, ce ne sont pas des images qui ont été matricielles, enfin, qui ont été moteurs dans ton écriture. Ce sont des images qui sont essentielles pour toi parce qu'elles te permettent de te sentir chez toi, elles te créent un abri. Ouais. C'était Michel Butor qui parlait de caverne, comme ça. Ouais, c'est ma grotte. Il avait besoin c'est le Merzbau, quoi. Enfin, ou l'antre, enfin, voilà. C'est vraiment... moi, un de mes artistes préférés, c'est quand même Schwitters. Oui. Tu vois, et le fait qu'il ait fait des niches, ce qu'il appelle aussi des grottes, et des maquettes, c'était des objets reliques qui cachaient dans les plis et replis. Donc moi, c'est vrai que je me sens plus dans ce processus, quoi. Oui. Tu vois, de même de recouvrir sa merde de cendre, quoi. Enfin, toi, de vraiment que l'espace se plisse autour de moi et que je sois de plus en plus sous des couches et des couches, parce qu'aussi je suis pas quelqu'un de très confiant, donc du coup j'ai besoin de ces couches d'écriture, de ces couches d'images, de recopier, toi, de ce truc un peu manuel. Oui, et puis c'est un compagnonnage, comme tu le rappelais, c'est quelque chose de l'ordre de la mémoire qui était d'ailleurs très présent chez Aragon, dont je parlais tout à l'heure, où cette pratique de mur d'image est arrivée à la fin de sa vie, et pour lui, c'était vraiment... c'était quelque chose de mémoriel, c'est-à-dire que c'était une façon d'extérioriser ses propres souvenirs et d'avoir un support visuel à son intériorité, en fait. Et je trouve qu'on retrouve très fort ça chez toi. Et tout à l'heure, tu parlais vraiment de l'importance de certaines images qui étaient tes compagnons depuis tes années d'études. Et on le voit, effectivement, les images sont parfois abîmées, tu les as transportées, elles t'ont accompagné. Mais ce qui est étonnant aussi, c'est toi qui m'as fait découvrir Aragon, ce qui est étonnant aussi d'Aragon, c'est que le premier geste qu'il a fait, c'est de mettre le portrait d'Elsa Triolet dans l'entrée, qui avait servi au moment des obsèques. Et ensuite, les images se sont ramifiées autour. Et après, on trouvait les photos des amants, des machins, etc. Enfin, tout était mélangé. Et au début, moi aussi, dans mes boîtes, je triais un peu. Je mettais les photocopies, les tableaux, les machins. Et après, tout s'est mélangé
Mais c'est vrai qu'il y a dans l'usage des images que je peux aussi avoir, il y a un petit côté hôtel domestique. Ouais. Toi, il y a un petit côté, ça relève un peu d'une petite pratique. Quand mes parents sont morts, et ben, tout d'un coup, j'ai mis une photo de ma mère jeune, au milieu de trucs qu'elle n'aurait pas aimé que je la mette à côté, quoi. Oui. Et voilà, c'est... Il y a un usage qu'on retrouve chez toi aussi, Hélène, même si finalement les photos personnelles ou familiales ou auxquelles tu es liée de façon assez cachée aussi, assez mystérieuse finalement, sont minoritaires parmi ton ensemble d'images. Et toi, tu as un usage plus documentaire, quoi. Enfin, les images qui sont à ton mur sont vraiment la matrice de ton écriture. Et je trouve que vos deux pratiques, on voit aussi leur différence là dans ce que vous avez montré dans le dialogue aujourd'hui. Par la place du texte. Parce qu'en fait, chez François, il va y avoir des citations, il va y avoir du texte. La légende, en fait, fait partie de l'image, hein, même sur Instagram. Alors que chez Hélène, en fait, le texte, il est vraiment, tu le dis dans un de tes livres, hein, il est entre les images. Et ton mur d'images te sert à créer un chemin dans l'écriture, en fait. Comme si, justement, le texte était dans les blancs, dans les lacunes, cette idée de manque se retrouve pas chez toi, où on est davantage dans une saturation effectivement et de texte et d'images. Et j'étais frappée en rentrant de voir qu'il y avait justement les deux murs, un mur textuel et un mur iconographique, alors que on a l'impression que, voilà, même là sur l'état de vos tables, c'est assez frappant. Oui, on a l'impression que ce qui est important pour toi, c'est le silence de l'image, c'est les manques de l'image. Est-ce que tu pourrais expliquer un petit peu ? Oui, je pense aussi que pour moi, c'est impossible de montrer mon mur de travail. Et je pense que c'était aussi très intéressant quand François m'a invité à faire un mur d'images avec lui à la Maison de la Poésie. En fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas. Enfin, que en fait, ça allait me prendre quelque chose que j'ai du mal à nommer, mais qui est la chose dont j'ai besoin pour écrire, et qu'en fait, moi, j'ai besoin d'opacité, de ne pas être vue. Là, je partage que des images avec lesquelles je ne travaille pas, mais avec lesquelles j'ai travaillé, ou alors certaines qui sont tout le temps à mon mur, mais le livre en cours, je vous ai montré 2 images du livre en cours. Mais sinon, je ne pourrais pas montrer mon mur, j'aurais l'impression que je ne peux plus écrire. Non, Très étrange, et même chez moi, Anne est venue chez moi, mais c'était à la fin d'un livre, c'était à la fin de Un désir démesuré d'amitié, donc ça me fait une vie sociale un peu particulière, quoi, mais c'est pas du tout possible. Donc ça, c'était intéressant parce que j'en avais pas conscience. Et effectivement, moi, les images, elles me servent de différentes manières. Ce qui m'intéresse, c'est de les rapprocher. Et donc de faire un travail de montage et de voir ce qui se tisse entre elles, et c'est peut-être là que j'écris. Parfois, je les absorbe dans le texte, mais c'est même assez mystérieux, et je chéris ça, en fait. Le fait que j'enseigne un rapport très scientifique aux images, et que moi, j'ai une pratique un peu obscure que j'arrive pas à expliciter, et je crois que je tiens à ce que ça reste comme ça, en fait. De pas exactement comprendre comment ça fonctionne, mais ça fonctionne. Et je sais que je peux commencer à écrire un livre quand je pense tout le temps à des images. Ça veut dire que là... je commence à avoir des choses qui se mettent en place. Non, juste, je me suis aperçu, effectivement, où l'autre jour, quand je suis revenu à la Maison de la Poésie, là, une fois que j'avais fini l'accrochage, j'ai eu un coup de blues, enfin de flip même, quand j'ai vu mes images au mur, et que j'ai vu que ça y est, c'était public. Tu vois, que les gens les photographiaient, que le machin, que le truc. Et du coup, ça m'a... Ah ouais, ça m'a fait je me dis, ah oui, là, parce que quand tu fais des expos, il n'y a pas grand monde, mais là, c'est un lieu de passage, quoi. C'est un lieu, c'est un couloir, quoi. Enfin, donc, et du coup, là, je me suis dit, peut-être que à la fois, ces images-là ne vont pas me servir, moi, pour le prochain texte. Ça, et c'est vrai qu'il y a un côté où ça devient aussi un décor. Enfin, tu vois, ça devient, maintenant, je sais faire un mur d'images, et peut-être que c'est le dernier. Peut-être qu'après, je vais passer à autre chose, et je vais garder à nouveau secret cette pratique pour reconstituer ma pelote. Parce qu'effectivement, en le rendant public, tu lâches quelque chose. Enfin, tu perds... Enfin, toi, ça ne t'appartient plus. Mais comme quand tu rends public sur Instagram, tu vois, là où tu en es dans ton travail, où tu dis trop tôt quelque chose... c'est comme aussi la Villa Médicis, le fait que j'ai parlé tellement de ce projet confetti, et ben j'avais plus du tout envie de le faire. La preuve, je n'ai pas transformé mes archives en confetti. Sinon, j'en serais pas là, quoi. Et comme là, c'était bizarre, quand j'ai fait le mur, je suis arrivé avec 2 boîtes d'images,
Et je repars, les deux boîtes étaient aussi pleines. Comme si le niveau, c'était pas... Et donc je me dis qu'à un moment donné, il faudra peut-être que je fasse un petit feu. Enfin, toi aussi, il faudra que la confetti, ça marche pas. Mais en tout cas, voilà. Mais en tous les cas, c'est très... T'as raison sur... je pense que ce process, il est tellement intime, toi, que de le rendre public, c'est pas du tout anodin. Et alors le fait est que moi, je viens plus des arts plastiques, donc je suis habitué à voilà. Enfin, mais par rapport au travail d'écriture, je pense qu'effectivement, il y a des choses qu'il faut garder opaques. Oui, mais sans déflorer l'image qui fait l'objet du travail actuel, etc. On peut aussi, et vous le faites tous les deux, créer des ponts entre la culture littéraire et la culture visuelle et montrer à quel point écrire aujourd'hui, c'est être aussi pris dans des flux d'images, et avoir son mot à dire sur ces questions-là. Mais c'est vrai que je me souviens que la première fois que je suis rentrée chez Hélène, donc c'était pour lui demander si elle serait d'accord pour reconstituer le mur d'images qui était devant son bureau lors de l'écriture de Voir de ses propres yeux, donc sur justement toute cette histoire de l'anatomie, du deuil et de la dissection, enfin de tes recherches sur l'histoire de la dissection, et il n'y avait pas d'image dans le livre. Et donc tu nous avais dit, mais j'ai travaillé effectivement à partir d'images, et il y avait plusieurs pages où tu évoquais ton mur d'image et ton rapport à l'image. Alors nous, évidemment, on travaillait sur le mur d'image d'écrivain, les différentes fonctions, on faisait des typologies avec donc un groupe de chercheurs, et donc ça nous a mis la puce à l'oreille. On s'est dit, peut-être qu'on va avoir un exemple là d'écrivain qui utilise comme matériel génétique l'image dans son œuvre. Et quand on est arrivé, que tu nous as dit, mes images, je les ai décrochées, mais elles sont dans un album qui sont avec mes manuscrits. Alors là, on s'est regardé avec ma collègue, avec Jessica, qui était commissaire de l'expo avec moi, en disant, voilà, on a trouvé notre cobaye, quoi. Enfin, on a trouvé notre cas, on a trouvé notre cas idéal où l'image est un matériel, un document préparatoire, un prétexte, et au point qu'elles sont rangées avec les manuscrits, quoi. Et du coup, ça nous a vraiment, la fréquentation, le dialogue avec vous et avec d'autres auteurs, nous a vraiment mis la puce à l'oreille sur l'importance des lieux de stockage. Tu parlais des boîtes, et c'est vrai que quand je t'ai invitée à faire cette performance, donc dans le cadre de cette exposition, ça s'appelait Défaire le mur. Et donc... Elle m'avait demandé une performance muette. Oui. J'ai pas tenu. Une performance muette, effectivement. Et c'était donc pour le finissage de l'exposition. Et donc ça consistait, donc tu avais remonté un pan enfin tu avais pas remonté, mais monté un pan de mur d'images dans le musée à l'architecture très moderniste, très béton brut. Et donc la performance, elle consistait à défaire le mur, parce que ça nous intéressait beaucoup, l'état transitoire des murs d'images, et donc qu'est-ce qu'ils deviennent quand on part en résidence à la Villa Médicis, ailleurs, qu'est-ce qu'on emporte quand on part quelques jours en voyage d'études, en séjour en archives, etc. Et surtout, comment est-ce qu'on les décroche ? Parce que finalement, ça crée d'autres agencements, d'autres montages. C'est ça, en fait. Et ça, c'était très beau dans ta performance de voir que tu recrées des tas d'images. C'est ça. Et du coup, il y avait une espèce de montage qui se faisait, comme, je sais pas, par exemple, voilà, tac, c'est... tac. Et ça rendait vraiment concret cette intelligence du montage, cette intelligence des mains dont on parle. Il y avait tous les petits tas qui se faisaient au sol, et tout d'un coup, je revoyais mes images. Parce qu'on sait tous aussi que si on met des images au mur trop longtemps chez soi, ou même des tableaux, on finit par plus les voir. Ça devient comme un motif de papier peint, quoi. Et donc, si on veut vraiment voir un tableau, il faudrait le retourner, et de temps en temps, mais si ça fait partie de ton décor, le fait est que le regard s'use, quoi, se fatigue, comme tu peux ne plus voir la personne que t'aimes, quoi, enfin, et plus s'apercevoir qu'elle a coupé sa moustache. Non, mais c'est du même ordre, en fait. C'est que tout d'un coup, des moments où son quotidien, son environnement immédiat, on le voit plus. Et donc c'est pour ça que j'ai utilisé les aimants, en fait. Toi, c'est parce qu'en fait, quand t'épingles ou pâte à fixe, t'as un peu la flemme. Toi, ça va abîmer les documents, là. Et un jour, j'étais passé à Saint-Sulpice, il y avait un monsieur qui était libraire, sans doute. Il avait un très grand bureau, mais c'était ma première année, et il avait un mur courbe, et c'était une plaque métallique courbée. Et c'est là où j'avais vu qu'il avait des petits aimants. Moi, c'est l'inverse. Moi, c'est parce que c'est à force de voir les images que je peux écrire. Ouais. Moi, les images, elles restent face à moi des fois 2 ans, 3 ans. Ah oui, et tu as l'impression que tu les vois de mieux en mieux. Oui. D'accord.
Et même comme c'est face à mon bureau, tous les moments où tu regardes un peu dans le vague parce que tu dois écrire un mail et tu as la flemme, par exemple, et ben, tu regardes ces images et en fait le fait que ton attention soit différemment portée sur l'image, moi j'ai vu des choses, je sais notamment quand j'ai travaillé assez longuement sur une photographe qui s'appelle Alix Cléroubeau, il y a une image, j'ai mis 2 ans et demi à la voir, à comprendre, il y avait une chose que j'avais pas vue, centrale dans l'image. Et donc moi c'est plutôt, il y a une forme de lenteur en fait, on ne croit pas avec les images, moi il y a une lenteur pour que les images apparaissent. Oui, mais ça peut arriver, tu vois, mais des moments, toi, il faut l'oublier, et puis tu la retrouves, et tout d'un coup, il y a un truc qui te saute aux yeux, en fait. Ah oui, mais j'ai jamais fait ça, c'est intéressant, il faudrait que j'essaye. Tu vois, des moments aussi de l'écarter, et tout d'un coup, et le fait aussi de la mettre à côté d'une autre image, enfin, tu vois, qu'il y a des choses aussi, des effets de montage qui peuvent aussi faire apparaître un détail, un truc que tu n'avais pas vu, mais c'est vrai que je m'aperçois que moi, si effectivement, si je les ai tout le temps, ça devient, elles ont un autre statut en fait. C'est plus presque un truc superstitieux. Tu vois, c'est plus je me sens protégé et regardé par mes images. C'est plutôt ça en fait. Oui, mais c'est vraiment de l'ordre de la présence magique. Quasi, c'est presque un talisman, quoi. Un peu, comme mes petites phrases là. C'est un peu pareil. C'est un peu, mais après, c'est un peu manie, c'est un peu truc de vieux garçon, c'est un peu... Voilà, vivement qu'il y a quelqu'un qui arrive chez moi et qui me bouscule un peu tout ça, quoi. Oui, mais en fait, le fait de... C'est un appel, hein. Le fait de changer le sens en les agençant, là, comme tu viens de nous le montrer, ça marche aussi à deux. C'est-à-dire que quand quelqu'un d'autre vient se saisir des images, c'est aussi un autre regard et ça change ce regard-là. J'ai peut-être une dernière question, si... c'est que... Voilà, on l'a vu dans les exemples que vous avez montrés, et notamment avec Sainte-Cécile, vous travaillez tous les deux vraiment dans des séries d'images, dans les variations, les répétitions. Voilà, à Bivarbourg peut-être, hein, mais et d'autres. Mais du coup, une question. Et vous êtes tous les deux dans 2 formes de saturation un peu différentes, à des degrés divers, on va dire. Mais du coup, une question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous avez parfois des pratiques, des gestes avec des images uniques ? Est-ce que vous avez envie d'enlever peut-être les tas d'images, les couches d'images, et de n'en mettre qu'une ? Et dans ce cas-là, pourquoi ? C'est quoi qui arrête le regard dans un flux, dans une série ? Et quelle est la raison pour laquelle on aurait envie de s'arrêter vraiment sur une image ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé ou est-ce que c'est vraiment la pluralité, la série qui vous parle ? Non, c'est rare moi que je regarde une seule image, mais parfois celles qui sont importantes, je leur laisse un peu du blanc autour. Enfin, c'est-à-dire que elles sont dans le mur, mais un peu isolées. C'est-à-dire qu'elles ont une place différente. Il y en a qui ont valeur dans l'effet de montage, dans la succession, et d'autres qui sont plus autonomes ou plus fortes. Elle, par exemple, voilà, elle a besoin de plus d'espace pour exister. Mais non, c'est très rare que je sois face à une seule image. Et celle qui t'arrête, ou sur lesquelles tu as envie de passer plus de temps, de re-regarder, de les avoir dans la durée, c'est parce que tu sens qu'il y a un projet d'écriture derrière ou qu'elles ont encore des choses à te dire, en fait. Je sens, et c'est là où je disais qu'il y a une part un peu obscure et que j'aime et que je chéris à un endroit, c'est des images qui déclenchent quelque chose en moi, enfin, qui me touchent, sans que je sache exactement pourquoi, et c'est sûrement en écrivant que quelque chose est élucidé. Il y a dans mon dernier livre une photo que j'ai regardée très très longtemps de 2 hommes côte à côte, allongés, presque enlacés. Celle-là, je l'ai regardée pendant 2 ans et demi, je l'adore, et elle est une des premières images, je crois, de Un désir démesuré d'amitié, et il fallait un chapitre entier aussi pour que je comprenne, moi, qu'est-ce qui résiste aussi dans l'image. Je l'aime, en même temps il y a une chose que je ne comprends pas, qui ils sont, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire exactement, d'où ils viennent. Donc c'est aussi à l'endroit d'une élucidation que l'écriture est possible. Et je trouve que ça résonne très fort avec les images que tu as montrées où le visage se dérobe, est voilé, est détourné. Voilà, c'est l'image qui se dérobe très littéralement. Les visages même se dérobent. Et toi, François ? Je crois que si un jour je me remets à dessiner, ce qui sera un rêve,
eh ben, j'aurais plus besoin de tout ce matériel. Et parce qu'en fait, c'est mon plus grand... Je sais plus dessiner, enfin je dessine plus. Et quand j'étais petit, je dessinais. Et jusqu'à 15 ans, je dessinais, même pour me faire comprendre. Et souvent, je dis que j'écris à défaut de dessiner, parce que après, c'est le langage qui a pris le dessus. Mais si je redessinais, et en fait, ce que j'aimais beaucoup aux Beaux-Arts, ce qui m'a plutôt inhibé par rapport au dessin, j'ai pu dessiner depuis 400 dessins de chirurgie gynécologique, en fait. Voilà. Et là, je pouvais regarder le tableau du psy. Oui, j'y pensais. J'ai failli les sortir. C'est pas voilà, bon, c'est pas. Mais bon. Mais ce que j'aimais, c'est en morpho, par exemple, il y avait le modèle qui était là, et on avait des grands tableaux noirs, et on dessinait à la craie, et on dessinait à la hauteur. Tu dessinais, le modèle était là, et tu dessinais à la craie le modèle, et après t'effaçais ton dessin. Et du coup, tu ne cherchais pas à le sauver, machin, tu vois, tu essayais. Et moi, l'artiste qui m'a donné envie d'être artiste, j'en parle tout le temps, mais hop, je vais le refaire. Mais c'est ce fameux livre de... Et en fait, le premier truc qu'il dit, né, élevé, instruit, dans un milieu et une culture uniquement du verbal, je peins pour me déconditionner. Et c'est ces 2 pages qui me donnaient envie d'être artiste quand j'ai eu 15 ans, quoi. Et j'aimerais bien un jour faire ça, prendre un crayon et m'autoriser à dessiner. Ça me ferait, ça balayerait tout ça. Et pour ça, tu aurais besoin que les images, elles disparaissent, ouais. Justement. Bah oui, il faut soit toi un truc que tu dessines à la craie, ou soit tu dessines sur, toi, mais bah oui, sinon je pourrais pas dessiner d'après image. Je pourrais que dessiner comme cette écriture continuum, quoi. Enfin, toi, où il soulève pas le crayon et il y a une espèce de figure qui arrive. Ça me fait comme Simon Antaille avec sa technique de pli. Tu vois, je les envie, quoi. Toi, ça, c'est une image, mais je me dis, oh, le gars, j'aimerais être à sa place, quoi. J'aimerais vraiment être à 4 pattes au milieu de mes trucs, là, tu vois, et me taire. Je pense qu'on a le mot de la fin. Clairement. En tout cas, je voulais vraiment faire remarquer la joie avec laquelle vous parlez de vos images, avec laquelle vous les manipulez, alors même qu'on a vu des images très dures, des images de corps morts, de dissection, et je trouve que c'est un très beau paradoxe. Que les gestes, vos jeux d'images sont vraiment des jeux qui sont joyeux, même si les thèmes ne le sont pas toujours. Donc merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Merci. Super. Merci Anne. Donc, un grand merci à la Maison de la Poésie, à toute l'équipe. Maintenant, je connais tout le monde, presque. J'ai vu toutes les dames dans les bureaux, là-haut. Là. Donc, merci à Olivier Chaudançon, Colombe Bonsen, Pauline, Marc, Armel, Agnès, Jean-François, donc, qui était à la technique, Claire, qui m'a ouvert aussi la maison, et qui s'occupe de la vidéo ici. C'est vraiment un lieu qui permet d'expérimenter des formes et c'est vraiment, voilà, c'est un lieu que j'aime vraiment beaucoup. Et après, j'ai même proposé à Olivier de lui repeindre le hall d'entrée quand l'expo sera finie. Voilà. En tous les cas, merci à cet endroit J'ai fait une photo. d'exister.